l'échelle européenne, nous coordonnons le projet sur les échanges de pratiques entre formateurs pour une société inclusive, dit projet EPSI. Nous avons constaté que dans différents pays européens, un grand nombre de professionnels développent des démarches pédagogiques sur des questions de citoyenneté et d'inclusion afin de favoriser l'accueil des personnes immigrant en Europe. Cependant, ces démarches ne sont pas partagées et elles ne constituent pas un catalogue de ressources identifiables, visibles et médiatisées. Afin de combler cette lacune, le projet EPSI consiste à favoriser les échanges entre acteurs et actrices européens, détenant une expertise reconnue dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement. Je m'appelle Gary Didrich, j'ai 37 ans, j'ai grandi et je vis au Luxembourg. Je suis coordinateur de la coopérative de réseau professionnellement et je m'engage politiquement dans D-Link, ici au Luxembourg, la gauche. Et voilà, je suis engagé depuis très jeune, disons 15 ans. Mais ça fait que 10 ans que je suis engagé en politique, parti politique. Si vous deviez nous parler de votre travail en tant que formateur, facilitateur, autour des démarches pédagogiques, qu'est-ce que vous pourrez nous dire à propos de ce travail ? Moi, je définis mon travail en tant qu'accompagnateur et facilitateur qui facilite les processus que des personnes ou des organismes veulent mettre en place dans leur environnement respectif. Voilà, je considère que il y a souvent une volonté d'amener du changement dans des communautés locales et des organisations, mais que souvent il manque de savoir-faire et de savoir-être pour mettre en place des processus ou des dispositifs pour arriver à ce changement-là. Et là, je vois mon rôle dans mon travail d'apporter une expérience que j'ai acquis pendant les 20 dernières années et d'amener des concepts et des approches qui collent avec le souhait de changement dans un domaine donné. Quelles sont les démarches pédagogiques sur lesquelles vous vous appuyez et que vous souhaiteriez transmettre au plus grand nombre ? Je dois dire qu'entre-temps, je travaille moins de manière pédagogique, dans le sens que je travaille avec un groupe, avec des objectifs d'apprentissage, ce que j'ai plus fait dans le passé. Je le fais encore quand je donne des formations sur la diversité et l'interculturel avec des commissions consultatives dans les communes, ou bien avec du personnel communal, ou bien avec du personnel dans différentes institutions. Et là, l'approche pédagogique qu'on a est toujours une approche pédagogique qui construit d'abord des fondations solides pour travailler ensemble, c'est-à-dire une base de confiance pour les personnes, pour après qu'ils sont plus enclins de vraiment parler de leur expérience et pas seulement de ce qu'ils ont rationalisé sur eux-mêmes et les autres, mais plutôt de façon plus ouverte sur leur vécu, et même sur leurs stéréotypes et leurs préjugés, pour les mettre en fait là, dans la salle, sur la table, pour après pouvoir les changer, parce que cette approche pédagogique, elle part de l'idée que si on fait comme s'il ne serait pas là, c'est difficile à changer quelque chose. Alors, même si c'est quelque chose qu'on ne veut pas rationnellement, il faut quand même l'exprimer, le voir pour pouvoir le changer, ou changer la manière dont on vit, dont on utilise ces stéréotypes, dont on vit avec ces stéréotypes qui, à mon avis, on ne peut pas changer le fait que l'être humain utilise des stéréotypes dans sa tête. Je sais que vous vous appuyez sur des outils, vous avez été formé à certains outils pédagogiques et vous avez vérifié leur efficacité sur le terrain.
Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces outils plus concrètement, plus précisément? Oui, oui, moi j'étais formé très jeune, il y a plus que 20 ans, dans une méthode qui s'appelle World of Difference en anglais, et qui a été conçue d'une manière qui peut s'appliquer sur différents publics et qui suit un processus très précis, hein, que j'ai déjà commencé à expliquer, de construire les fondations solides. Après, de travailler sur l'identité. C'est quoi l'identité? C'est quoi mon propre identité? Et d'explorer quels sont les groupes sociaux et culturels qui ont contribué à façonner cette identité. Et toujours, dans chaque étape qu'il y a, on procède avec des exercices qui permettent à la personne de faire une réflexion sur soi-même, après de la partager en petits groupes, et après de la partager en grand groupe, et de faire le lien entre la théorie qui vient en fait, qui est construit ensemble, hein, et le vécu personnel. Bon voilà, j'ai expliqué 2 étapes, les fondations solides, après l'identité, et après on commence à examiner les préjugés et les stéréotypes. D'abord déjà définir c'est quoi les préjugés, c'est quoi les stéréotypes. C'est des choses bien différentes, mais dans la langue commune, c'est utilisé de façon assez analogue. Et on fait là, par exemple, une claire distinction entre le stéréotype qui est plutôt une idée, hein, assez neutre à la base. Après, le préjugé qui est déjà un sentiment par rapport à un groupe ou une personne. Et après, la discrimination, qui est l'action par rapport à tout ce qui précède. Hein. Et là, on thématise vraiment qu'à chaque étape, il y a besoin d'activer son esprit critique, qu'il faut aussi développer, c'est l'objet de la formation, pour ne pas rentrer dans un cercle vicieux qui fait que le stéréotype amène à la discrimination parce que on n'est pas conscient qu'en fait c'était un stéréotype au départ ou que c'est un préjugé par après. Voilà, finalement, une fois cette étape réalisée, on thématise comment confronter ces stéréotypes et préjugés. Hein, comment on peut faire face à ces stéréotypes préjugés dans son environnement social, culturel. Et après, il s'agit de voir quelles actions sociales, hein, au-delà de j'interviens, je dis quelque chose, et je travaille sur mes propres stéréotypes et préjugés. Après, il y a l'étape de l'action sociale, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je commence maintenant à faire dans la vie, dans la société, pour changer les discriminations qui existent. Alors justement, on va passer à un aspect un peu plus global. En quoi est-ce que vous faites à ForMotion, et puis aussi ce que tu fais finalement en tant que militant politique, pour toi, participe à la construction d'une société plus solidaire? Oui, ça c'est tout un programme. Alors dans ForMotion, personnellement, pour moi, c'était un engagement aussi professionnel pour, disons, construire les capacités et contribuer à construire les capacités des individus, mais aussi des groupes, hein, d'entités sociales, disons, hein, de groupes, de communes, d'organisations, pour définir ensemble ce qu'ils envisagent comme le vivre ensemble. Hein. C'est-à-dire, au lieu de prendre des choses qui sont préfigurées et données, de se demander, moi, avec la conscience que j'ai sur moi et sur les autres, qu'est-ce que je veux en fait pour moi et pour la société. Et après, déjà de mettre en place des dispositifs qui
font un déclic dans le sens que, en fait, je peux être acteur de ma vie et de la vie des autres, et après de réaliser que c'est aussi une responsabilité et que je peux utiliser ce pouvoir sur moi et sur les autres d'une manière respectueuse et responsable en fait pour moi et pour les autres. Et ça, on a fait à travers des formations, à travers des processus un peu plus complexes, disons, qui n'étaient pas dans une salle de formation. Et aussi en essayant, dans notre manière de fonctionner en tant que Formotion, et la démocratie interne, de déjà mettre en place des manières alternatives, disons, au modèle des alternatives qui mènent à plus d'actes, comment dire, qui amènent à ce que tout le monde prend plus un rôle d'acteur dans cette société que de juste suivre les normes ou les dispositions prises par d'autres. En tant que militant, je m'engage pour les mêmes valeurs, mais je complète un peu mon engagement par le fait qu'il n'y a pas seulement besoin que les individus et les groupes envisagent un changement, il faut aussi des changements structurels pour rendre certaines choses possibles. Sinon, le changement, il vient trop lent et il ne peut pas aller au bout. Hein. Et là, comme militant politique, je veux aussi amener les personnes à être plus acteurs, hein, et aussi acteurs politiques, et pour amener le changement d'une manière à ce que des décisions politiques sont prises qui réduisent les inégalités dans notre société. Inégalité sociale, mais aussi inégalité, c'est l'injustice aussi écologique et climatique en fait qui existe dans notre société. Voilà, mais dans les deux engagements, je pars toujours du constat que je n'ai pas toutes les réponses aux questions et aux défis qui se posent à notre société. Je participe au débat, j'amène des réflexions, j'amène des idées, oui, mais j'ai pas un modèle tout fait. Je veux le construire avec les personnes ensemble. Quelles sont les principales limites que vous rencontrez ici au Luxembourg quant à la construction de cette solidarité, de cette inclusion et des valeurs que vous souhaitez faire émerger ici? Si vous deviez identifier quelques limites, quelles seraient-elles? Je dirais la plus grande limite, c'est les choses, surtout les inégalités qui existent et qu'on veut combattre, mais qui sont quand même là. On ne peut pas les dépasser juste par nos idées. Et ils font que les personnes n'ont pas nécessairement des impératifs souvent matériels, mais aussi de conditionnement, disons, ou de socialisation, qui font que c'est pas toujours évident et facile de les impliquer dans une démarche de changement. Le changement en général, c'est rien de facile parce que, disons, psychologiquement, c'est mieux avec certaines personnes. Souvent, on préfère rester avec une situation qu'on connaît, même si elle n'est pas bien pour soi, que d'aller vers un changement qu'on ne connaît pas. Même si potentiellement ça peut être mieux, mais il n'y a pas d'évidence à ça, et ça peut être même pire. Hein. Et je crois que voilà, le courage qu'il faudra à tout le monde qui devrait s'impliquer dans un tel changement n'est pas nécessairement évident. En plus, au Luxembourg, pour beaucoup de personnes, ces inégalités ne font pas
que en fait c'est matériellement impossible de vivre, hein, que ça va quand même assez bien, et ceux pour qui la pauvreté ou autres inégalités est tellement fort, ils ont pas le luxe de se faire de se prendre le temps et de se faire les grandes réflexions qui déclencheraient qu'ils s'engagent vraiment vers un changement. Je crois que là, c'est la barrière principale. Après, il y a encore des barrières culturelles. Le Luxembourg, c'est quand même un pays assez conservatif, assez passif et petit, qui fait aussi qu'au niveau culturel, il n'y a pas une grande culture nécessairement qui s'est développée dans le sens de développer des valeurs et même une estime de sa propre culture qui fait qu'on on sort de cette passivité. Je crois que le Luxembourg s'est très vite développé d'un pays paysan vers un pays très riche ou même trop riche qui fait que la culture, le développement d'une culture n'a pas suivi en fait ce développement économique. Alors nous sommes en 2020, on commence une nouvelle décennie. Si vous deviez nous citer 3 gros chantiers, 3 grosses urgences que vous voyez pour cette décennie au Luxembourg, qu'est-ce que ce serait pour vous? Si on devait vous donner comme ça une baguette magique pour construire de nouveaux chantiers pendant cette décennie, qu'est-ce que vous identifierez comme priorité? Comme priorité aussi de la part de mon travail, je dirais une première priorité serait l'éducation et la culture. Pour moi, ça va ensemble. C'est pas seulement l'éducation, l'enseignement scolaire, c'est l'éducation au sens large. Et là, il faut, à mon avis, changer vraiment vers un 3e modèle. Je dirais qu'il y a l'ancien modèle qui est très... on transmet du savoir et c'est ça, et le savoir il est déterminé par quelqu'un. Il y a maintenant, disons, un nouveau modèle qui est en train de s'imposer, un modèle assez libéral, qui fait que, voilà, il faut... Dans le premier modèle, il y avait encore cette vision de culture générale et peut-être un peu d'esprit critique. Et dans le deuxième modèle, c'est vraiment... on forme pour des emplois spécifiques dont l'économie en a besoin, mais on n'équipe pas nécessairement les personnes de beaucoup de savoirs qui construisent une culture générale. Un troisième modèle, à mon avis, devrait être un modèle qui met en fait celui qui apprend comme acteur de son apprentissage et de son devenir et qui ne se limite pas autant au savoir ni aux compétences techniques, mais qui va plus vers le développement de la personne et de la communauté et qui permet à envisager l'apprentissage d'une toute autre manière qui est beaucoup plus, qui repose plutôt sur les expériences, sur les motivations et passions des personnes et pas d'un programme défini par quelqu'un ou d'un marché d'emploi défini par quelqu'un. Et avec ça, ça rend, je crois que c'est assez clé pour tous les autres changements qu'il faudra actuellement et prochainement. Sinon, au Luxembourg, il y a une autre crise urgence qu'il faudra aborder, c'est le logement. C'est là que les inégalités sont vraiment en train d'exploser. On a au Luxembourg quelques personnes, familles et entreprises qui ont beaucoup de propriétés et donc la valeur explose.
et d'autres et ça commence même à être les classes moyennes supérieures qui peuvent plus se payer quoi que ce soit au Luxembourg. Et ça devient de plus en plus dramatique d'année en année. Et finalement, c'est l'urgence climatique qu'il faut aborder de façon conséquente. Pas seulement au Luxembourg, c'est clair, c'est un problème global. Mais le Luxembourg a une responsabilité particulière parce que déjà, les émissions CO2 par personne sont les plus hautes globalement, en comparaison mondiale. Il y a seulement le Qatar et les États-Unis qui sont encore en compétition avec le Luxembourg sur ce ranking-là. Et aussi, la place financière du Luxembourg permet à beaucoup de grandes entreprises de dévier l'argent qui devrait aller aux États pour combattre le changement climatique. C'est-à-dire, voilà, à travers des mécanismes d'évasion fiscale, ça fait que beaucoup d'argent qui est nécessaire maintenant pour faire les investissements qu'il faut faire n'est pas là, pas seulement au Luxembourg, mais aussi surtout dans d'autres pays, cet argent monte après. Donc vous avez pas mal d'expérience dans le domaine de l'inclusion, de la lutte contre les discriminations, dans ce qu'on appelle nous finalement la justice sociale. Si vous deviez faire passer quelques messages à des jeunes militants, à des jeunes formateurs, à des jeunes accompagnateurs qui se lancent dans cet engagement, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, qu'est-ce que vous auriez envie de leur transmettre comme message, comme ressource? La première, moi je dois dire, pour moi c'était vraiment un moment assez marquant de suivre cette formation dont j'ai parlé, et ça m'a permis de sortir d'un certain sentiment de ne rien pouvoir faire. C'est-à-dire, un appel serait de vraiment suivre cette formation, cette méthodologie A World of Difference, surtout en tant que facilitateur, animateur, formateur, pour vraiment retransmettre cette méthode qui donne des vrais outils en main pour amener du changement dans les contextes les plus divers. Voilà, ça c'est une chose. Et après, de ne pas se limiter à ce changement individuel et même dans des groupes, mais de s'engager dans d'autres domaines qui peuvent aussi apporter des changements structurels. Ça peut être le mouvement des étudiants contre le changement climatique. Voilà, ça peut être un engagement en parti politique, ça peut être un engagement en ONG, mais je crois qu'il faut les deux et que tout le monde peut apporter sa contribution, et c'est qu'en le faisant ensemble sur les différents fronts, disons, qu'on pourra vraiment amener du changement.